Pour mener à bien notre travail d'alerte sur les dérives en matière de santé, nous suivons depuis bientôt 2 ans ce qui se dit et se diffuse dans ces sphères. Avec la pandémie de Covid-19, de nouvelles figures ont émergé, bien sûr, ça on pouvait s'y attendre. Mais ce qui nous a surpris, c'est le nombre de références aux juifs ou au nazisme dans leurs discours. C'est quasiment une constante pour beaucoup d'entre eux. Alors, on a voulu enquêter pour savoir pourquoi. Et vous allez voir que c'est plus inquiétant que ce que l'on croit. Tout d'abord, il y a les multiples comparaisons entre la situation actuelle et la Seconde Guerre mondiale. Ces analogies plus que douteuses sont déclinées à l'envi par des personnes à l'audience démesurée. Parmi les plus célèbres, citons par exemple le chanteur Francis Lalanne, qui multiplie les parallèles avec le nazisme sur son compte Twitter, parfois plusieurs fois par jour. Cacher un programme nazi derrière une fausse épidémie pour justifier l'eugénisme et la dépopulation mondiale, ils le font. #vaccination obligatoire. Vaccination en anneau égale fascisme égale dictature nazie. Le régime nazi installe tranquillement sa dictature ni vue ni connue. N'oubliez pas de quoi ils sont capables, de torturer des opposants politiques et de mutiler à perpétuité. #LREM, le fascisme 2.0. Les nazis brûlaient les livres, aujourd'hui ils censurent l'information. 2 époques et les mêmes acteurs au pouvoir. L'histoire se répète avec le socialisme. Vous serez comptable de toute cette désinformation, d'avoir masqué le nombre de morts, l'heure des juges, @CNews, @PascalPro. Survivante de l'Holocauste, 93 ans. Quand je vois des gens masqués, cela me rappelle l'étoile jaune, donnant le droit aux autres de m'insulter, me dire que je suis malade. Ici c'est pire, c'est insidieux. C'est hypocrite de dire que c'est pour protéger les vieux. #Covid-19. Vous protégez qui ? L'histoire se répète et vous protégez les criminels. @PascalPro, @CNews. L'humoriste Jean-Marie Bigard a également plusieurs fois fait ce genre de comparaison. Non au pass sanitaire, non. Et pourquoi il ne nous collerait pas une étoile jaune pour qu'on soit repéré plus facilement ? Oh, on l'a déjà subi une fois. Mais qu'ils nous mettent une couille, je suis d'accord pour la porter. Une petite couille sur l'épaule gauche pour dire « Moi, je ne suis pas vacciné. Je me soigne et je vais guérir par moi-même. Et je ne suis pas une tomate. Et on ne me modifie pas génétiquement. » On va tous passer pour des complotistes. Ouais. Génial. Les non-résistants à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale étaient considérés comme des voyous, comme des terroristes. Et pourtant, ils ont sauvé la France et nous ont permis à nous de vaincre le régime nazi. Pourtant, à l'époque, tout le monde était contre eux. On disait, c'est des voyous, ils font sauter les trains. Et que oui, on faisait sauter des trains de nazis. Et c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Donc, pour tous ceux qui marchent avec la pensée unique, je leur dis, un jour, ils paieront leurs crimes. Et nous serons récompensés d'avoir sorti nos couilles. C'est aussi le cas de l'anesthésiste Louis Fouché, qui fait souvent appel à cette période historique pour dénoncer ce qu'il pense être une dictature sanitaire tout à fait comparable à celle des régimes totalitaires. Et dans le collectif, on a beaucoup de gens qui sont en fait juifs ashkénazes et qui m'ont dit « Louis, moi je suis là parce qu'en fait, la petite musique qui est en train de se jouer là, on me l'a raconté dans ma famille. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé pendant le stalinisme, c'est déjà arrivé pendant le nazisme, c'est déjà arrivé pendant les Khmers rouges, c'est déjà arrivé au Rwanda. En fait, nous sommes dans un déferlement totalitaire. Vous êtes l'objet d'une expérimentation à grande échelle, comme l'ont fait les médecins nazis, comme ça a été fait dans les sacrifiés d'Alabama, etc. D'autant plus que pour moi, ça crée une apartheid, une sorte d'étoile jaune qu'on colle sur les gens. Est-ce que vous êtes ou non vacciné ? Les comparaisons avec le nazisme sont offensantes pour la mémoire des victimes de cette idéologie. Ce procédé rhétorique, bien qu'indécent, permet de choquer, d'émouvoir et de convaincre. Voir du nazisme partout, c'est être dans l'incapacité de le reconnaître vraiment et de pouvoir le dénoncer. Ouais. Elle montre que Eichmann, c'est un dignitaire qui est en charge de la logistique des trains pour les camps de la mort. Et il est rapté par Tsahal en Amérique du Sud pour faire un procès retentissant devant les journalistes. Et c'est le procès du nazisme. Et Israël veut montrer que le nazisme, c'est le mal. Par les traits d'Eichmann. Sauf que Eichmann, au fur et à mesure des interrogatoires, on se rend compte que c'est juste un pauvre type, quoi. Lui, il s'en foutait, quoi. Pas particulièrement même méchant, en fait. Il voulait juste que les trains arrivent à l'heure. Il voulait pas regarder où allaient les trains. Parce que ça, c'était insupportable.
Ici, il reprend la ligne de défense d'Eichmann. Les preuves historiques montrent une autre réalité. Il adhère à la SS dès 1932. En 1942, il participe à la mise en place de la solution finale. Il organise l'identification, le rassemblement et la déportation des populations victimes du nazisme. Plusieurs sources historiques ont prouvé qu'il était bien un criminel par conviction idéologique. Et en fait, le totalitarisme n'arrive que à cause de cette extraordinaire banalité du mal, parce que des gens refusent de regarder où vont les trains. En réalité, Eichmann savait où allaient les trains. Hannah Arendt, à qui il fait référence ici, le dit pourtant bien dans son livre. Et en prime, la banalité du mal est un concept philosophique très éloigné de ce qu'il en dit. Aujourd'hui, quand des gens se font les porte-voix du gouvernement et répercutent les propos de la propagande en disant « il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner », mais où va le train? Vers quoi ça nous emmène en fait? C'est ça le truc. Vers quoi ça nous emmène cette vaccination, ce passe vaccinal, ce mélange des genres entre une société sanitariste et une société totalitaire? Pourquoi les Juifs ils ont embarqué dans des trains? Pourquoi les Khmers rouges ils ont accepté pour certains de mettre un sac en plastique sur la tête de leurs propres parents pour les tuer? Pourquoi est-ce que dans les déferlements totalitaires, tout est là, tout est clair quand on regarde avec le recul de l'histoire? Mais on dit mais comment ça a pu arriver? Comment ils ont pu se laisser faire? Et en fait, ils se sont laissés faire, ils ont même participé pour certains. Ils ont même été en charge de le mettre en place pour d'autres. On devrait juste se souvenir un peu du passé, quoi. Du stalinisme, du nazisme, des Khmers rouges, de tous les déferlements totalitaires de l'histoire. Et se dire, mais on est dedans, en fait. On voulait pas le vivre. Il y avait personne qui avait envie de vivre ça. Mais on y est, en fait. Tous les 60 ans, la même folie revient sur la Terre, quoi. Et à la fin, les gens s'y vont comme des moutons, sans regarder, sans prendre leurs responsabilités. La guerre, c'est l'annihilation de l'ennemi. La guerre, c'est ce qu'est en train de faire ce gouvernement sur son pays. La guerre, c'est ce qu'en sont en train de faire tous les gens qui sont devenus des SS et qui vous disent dans la rue « Mets ton masque, c'est pour ton bien, tu nous mets en danger !» Tous ces gens qui ont peur. C'est la guerre. Ils cherchent à vous annihiler. Convoquer ces symboles, très ancrés dans notre imaginaire collectif, permet de faire naître une émotion très forte chez le public. Une émotion intense, susceptible de convaincre. Mais cela s'accompagne du coup d'une polarisation extrême des positions et d'une radicalisation totale de leurs sympathisants qui se retrouvent plongés dans un monde binaire dans lequel ils pensent devoir être les nouveaux résistants face à la montée d'un nouveau totalitarisme, face à la montée d'un nouvel ordre mondial. On commence déjà à percevoir les conséquences de cette polarisation lors de manifestations et d'altercations avec des journalistes. Comment vous pouvez employer ce mot? Parce que vous êtes des collabos. Des collabos de quoi? Des collabos de la doxa gouvernementale. Vous êtes la honte de la France. Le passeport sanitaire, ça a été mis en place par des nazis, monsieur. Et vous êtes un journaliste qui est des collabos, c'est tout. Vous avez de la chance qu'on vous lâche pas. Outre le fait que l'on puisse trouver moralement condamnable ce genre de propos outranciers, on voit que cela a aussi des effets dévastateurs sur le débat public et notre vie démocratique. Mais en creusant un peu, on s'est aperçu que plusieurs figures de cette sphère complotiste convoquaient les Juifs, non pas simplement en tant que victimes du nazisme, mais comme responsables de la situation actuelle. Les propos qui vont suivre sont prononcés ou diffusés par des personnes suivies par des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. C'est assez difficile à entendre, alors on va y aller crescendo dans l'horreur. Tu sais, les Britanniques, on les chassait d'un peu partout. Et ce qui est arrivé au terme de ça, c'était l'importance de créer Israël. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que si on revient un peu en arrière, c'est les banques européennes, et particulièrement les Rothschild, qui voulaient créer Israël. On le sait avec la déclaration de Balfour de 1917. Okay? La raison de ça étant que les Rothschilds étaient en contrôle de plusieurs pays, mais qui ne produisaient pas de pétrole. Donc, pour eux, c'était important d'aller semer un germe, une plante qui était pour grossir, une plante envahissante, pour aller chercher, dans le fond, tout le pétrole du Moyen-Orient. Hitler, il est où dans tout ça? Ben, on en a parlé dans le chapitre 2, et puis là, ouais. Comment on le repositionne dans tout ça? Ben, en fait, évidemment, est arrivé l'Holocauste, sur lequel on ne sait pas grand-chose, dans le fond. On peut se poser plein de questions sur mais ce qui est important, c'est que
on voulait chasser les Juifs d'Europe pour créer une colonie. Et Hitler était parfait pour ça. C'est lui qui s'est occupé de faire ce travail-là, de s'organiser pour qu'on ait peuplé Israël. Oui, c'est ça. Alors toi, tu l'appelles dans ton livre la terre promise par les Rothschild. Oui, c'est ça. C'est comme ça que toi, tu la nommes. C'est vrai qu'on peut se dire la terre promise. C'est vrai, hein, tu sais. Ça fait partie des choses, à la limite, j'ai envie de te dire, sur lesquelles on ne se questionne même pas. La terre promise, tu te dis, bah oui, c'est effectivement un retour. Et toi, tu l'appelles la terre promise par les Rothschild. Un très petit groupe de banquiers riches, influents et internationaux, ne rendant aucun compte à quelque pays que ce soit, mais mêlés aux affaires de toute la planète, avait organisé depuis 1773 la franc-maçonnerie du Grand Orient dans le but d'utiliser le mouvement révolutionnaire mondial pour favoriser leurs visées secrètes. Alors écoutez ça. Leur plan à longue échéance était destiné à obtenir le contrôle total de la richesse, des ressources naturelles et de l'intégralité du potentiel humain. La plupart, sinon la totalité des banquiers internationaux étaient d'ascendance juive, sans considérer le fait qu'ils pratiquaient ou non la religion juive. Et c'est vraiment passionnant comme livre parce qu'il montre comment cette guilde de joailliers au départ, dont est issu d'ailleurs Rothschild, qui a d'ailleurs changé de nom parce qu'il s'appelle Rothschild au départ, et puis les 5 fils Rothschild, comment ils ont manœuvré pour prendre le contrôle d'abord de la Banque d'Angleterre, comment est-ce qu'ils ont manœuvré pour fabriquer de toutes pièces la Révolution française, comment est-ce qu'ils ont conspiré pour fabriquer de toutes pièces la Révolution russe de 1917, comment est-ce qu'ils ont conspiré pour fabriquer la Révolution et la guerre civile aux États-Unis, etc. Mais chaque fois dans le même but, c'est-à-dire d'appauvrir les nations. Parce que quelque part, il faut un tribunal de Nuremberg pour juger ça. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes dans une situation bien pire encore que les crimes nazis de la Deuxième Guerre mondiale. The money that lent the money out were Jews. He didn't like it. So he said no more interest. Why? Because of the high interest that the Jews charged people was so high, it ruined, it destroyed the economy in Germany. They destroyed, just like they destroyed Russia a few years before that through their communism over there. On a une humanité qui a connu des millions de morts, mais aujourd'hui, il faut qu'on voit qu'on a un point culminant. Parce que le projet de M. Bill Gates, c'est faire mieux que tous ceux d'avant. Hitler, Staline, c'était des nains de jardin à côté de M. Bill Gates. Les gens qui sont derrière tout ça, ce sont des juifs. C'est pour ça que je vous disais que c'est un projet religieux. C'est que pour eux, je ne sais pas si vous avez lu le Talmud, parce que moi je suis dans cette religion, donc je connais beaucoup de personnes. Ces gens-là, ils ont comme objectif de réduire l'humanité en esclavage. Donc ils suivent leurs préceptes religieux. Ce sont des fanatiques. Vous n'aurez pas le choix, en fait, on n'aura pas le choix. Qu'à part utiliser la violence, parce que ces gens-là, ils sont très très déterminés et ils lâcheront pas l'affaire. Donc vous n'aurez pas d'autre solution que d'utiliser la violence, je dirais même l'ultra-violence. Quand j'avais 7 ou 8 ans, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je disais « Je vais être médecin. » Ah bon, pourquoi? Pour soigner les gens? Je disais « Non, pour être du côté des médecins et pas du côté des malades. » Alors les gens me disaient « Mais c'est une drôle d'idée ça !» J'ai compris ça que bien plus tard, quand j'ai réalisé que dans ma vie précédente, j'étais un jeune juif torturé par les médecins nazis. Et je suis mort en 1942 pour renaître en 1944. Donc j'étais obnubilé par l'idée de ne pas être du côté des malades parce que j'avais trop souffert comme victime des médecins. C'est curieux comme motivation, mais c'est ça qui m'a poussé à devenir médecin parce que je ne voulais pas être du mauvais côté. Moussa Darmanin, Moussa ça veut dire Moïse. Et Emmanuel ça veut dire Dieu avec nous. De l'européenne humanité de quantité, qui ne croit qu'aux chiffres qu'à la masse, se distinguent 2 races de qualité, la noblesse de sang et le judaïsme. Le plan Kalergi est une théorie du complot largement diffusée par l'extrême droite antisémite, suprémaciste blanche, qui prétend que l'européen blanc va être mélangé via l'immigration. Cette théorie s'est principalement construite autour d'une mauvaise interprétation d'une phrase tirée du livre « Praktischer Idealismus » de Richard Kalergi. Il existe le terme de progéria, qui en fait est un gène muté qui cause un vieillissement accéléré, qui a été découvert en 2003 par
le professeur Nicolas Lévy. Alors, il faut savoir que dans ce rapport, il y a beaucoup d'homonymes. On a l'impression qu'ils travaillent en famille. Ouais. Donc, on retrouve, vous avez donc Yves Lévy, Pascal Lévy, Nicolas Lévy, Jean-Bernard Lévy, Agnès Buzyn, qui est l'épouse de Lévy, Didier Lacombe, on pense à Karine Lacombe, vous avez Étienne Hirsch et Martin Hirsch, vous avez Rémi Salomon, et là je fais le parallèle avec Jérôme Salomon qui a un conflit avec la France par rapport à l'affaire Dreyfus. Ça fait beaucoup. Donc il y a Judith Rodin, présidente de la Fondation Rockefeller. On a une autre personne, Eric Lander, le génie du génome, c'est-à-dire génomique. Et puis, vous avez Albert Bourla, qui est PDG de Pfizer, à l'origine du vaccin. Voilà. Et donc, ils sont tous d'une même... ces élites sont tous d'une même communauté et qui est en train d'exterminer les peuples. Certains de ces propos pourraient probablement tomber sous le coup de la loi pour antisémitisme, car non seulement ils dressent des listes de gens en fonction de leur origine ou de leur religion supposée, mais surtout ils les accusent de comploter dans le dos des peuples pour les affaiblir et voler leurs richesses. Ça ressemble au vieil antisémitisme qui place les juifs comme responsables de toutes les crises, à la manœuvre en secret pour s'enrichir sur le dos des gens. On sait à quel genre d'extrémité abominable ce genre de discours peut conduire. Au départ, nous avons été sidérés de voir ces thèses apparaître au milieu du charabia pseudo-scientifique habituel sur les ondes, les vaccins et les traitements de la Covid-19. Alors on s'est dit qu'on avait dû rater quelque chose. Au vu des réactions enthousiastes de tout ce petit monde à ces prises de position, on a compris que cela devait être plus ancien, qu'il devait exister des passerelles entre cette sphère de la santé alternative et l'extrême droite. Et on n'a pas été déçus. Prenons l'exemple de Chloé Framery, figure du mouvement anti-masque et anti-vaccin, qui partage quelques conseils de lecture sur son compte Twitter. Le premier livre de la liste, Les protocoles des sages de Sion. On ne diffuse pas ce genre de littérature antisémite par hasard. Alors, on a creusé un peu avec qui elle juge opportun de s'associer. La dette mondiale, donc les dettes publiques mondiales, c'est 3 fois le PIB, donc le produit intérieur brut mondial. Ce raisonnement, il est intéressant et c'est fondamental parce que nous sommes dans une énorme escroquerie en fait basée sur une croyance. C'est ça. Et à partir du moment où l'homme, l'être humain, va changer de croyance, il est venu nous le dire, et en chassant les marchands du temple, il y a près de 2000 ans, eh bien peut-être que les choses vont évoluer, vont changer. Enfin, il est clair que le grand responsable de tous ces malheurs, de toutes ces guerres, est très proche de ce c'est ça, et surtout ceux qui la fabriquent. C'est ça. Alors, qui sont-ils après? Qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Ah, faut pas dire. Voilà. Donc, balle des quenelles, évidemment, Chloé, vous l'avez compris, sur le terrain de la monnaie, a été sélectionnée, évidemment, comme représentante. Elle est nominée, donc, au bal des quenelles. Vous pouvez voter à partir de maintenant, et choisir celui qui, pour vous, fait avancer le projet des Gilets jaunes au plus loin. En tout cas, merci beaucoup, Chloé, d'être là. Merci à toi. De nous avoir éclairés. D'abord, je te fais un bisou parce que c'est ma tradition. Bravo. Merci Diodo, merci beaucoup. Merci. Et puis, justement, l'année dernière, j'ai fait une vidéo avec toi, Diodo, sur la monnaie. Qui n'a pas plu à la CICAD? La CICAD, c'est l'équivalent du CRIF chez vous. Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. Donc voilà, je suis très fière d'avoir ma deuxième quenelle maintenant. En tout cas, moi, je leur dédie ma quenelle d'or à la CICAD. Vous voyez, j'ai pas de rancune. Donc, toute ma pitié pour ces organisations qui nous diffament, en fait, et qui nous traitent d'antisémites dès qu'on sort un peu du système. Donc, sachez que c'est l'étiquette préférée de ces associations. Mais ce n'est pas la seule à être aussi fière de recevoir une récompense des mains de Dieudonné, dont les convictions ne laissent plus place au doute depuis déjà des années.
Merci beaucoup Diodo, merci beaucoup Hervé, merci à tous ceux qui l'ont organisé. Bon, cette quenelle me touche énormément, tu peux l'imaginer. Je tenais à te remercier d'être venu l'an dernier aux rencontres de la Régénération. Thierry m'avait invité et même dans ton environnement, il y en avait 2-3 qui... Ah, ça flageolait, oui. Ça flageolait. Il va y avoir une chanson cet été, je vous le dis tout de suite. C'est la première fois que je peux être sur une scène juste à côté de Dieudonné, quoi, t'imagines. Je me dis, il faut préparer la relève, quoi, tu vois. Donc je me sens, là, je me projette, quoi. Petit moment d'émotion avec Thierry, mais qui est un moment de révolution, une quenelle qui, lui, il a mis dans le fion du système de santé. Bravo, c'est très beau. Mais finalement, est-ce que ces personnes partagent simplement des abonnés et de la visibilité, ou bien partagent-ils une réelle proximité idéologique ? Et en même temps, c'est le droit de parler. Et ça me paraît vraiment très important à préserver. Et vraiment, je suis extrêmement admiratif de tous les risques, de tous les engagements. Enfin, j'imagine à peine tout ce que tu as pu endurer durant toute ta carrière jusqu'à présent, et ça continue. Et voilà. Et pour moi, cette prise de risque, cet engagement, est quelque chose que je salue vraiment avec beaucoup d'admiration. Je remercie d'ailleurs la maison d'édition qui a publié Claire Séverac. Tu peux la montrer, Gilles, quand même, parce que eux aussi ont été diabolisés à l'extrême. Hein. C'est contre-culture. Hein. Les éditions contre-culture qui n'ont plus le droit d'exister, qui n'ont plus le droit d'avoir de la visibilité, eh bien, eux ont publié Arnold Herrett, spécialiste du jeune. Eux ont publié Claire Séverac. Et je les félicite parce qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques pour publier les gens qui se battent pour la vérité. Voilà, c'est un peu notre rôle aussi de stimuler un peu les débats pour élever le niveau. C'est très bien. Qu'est-ce que tu veux dire à notre public? Un petit message? Déjà que j'étais content que cette conférence elle soit diffusée, parce que je pense qu'on combat pour la même chose, pour l'autonomie, et parce qu'il n'y a pas de liberté sans autonomie, et que ça me paraît vraiment essentiel. Et que, ouais, on a les mêmes valeurs, donc c'est vrai que, Dudo l'a dit dans le spectacle, quoi. Après, on nous persuade qu'il faut qu'on se sépare les uns des autres, et qu'on soit toujours en opposition les uns avec les autres, parce qu'on n'a pas 100% de commun. Qu'en vérité, on a 99 de commun et qu'on combat pour la même cause, quoi, et que, ouais, c'est de la perte de temps, c'est de la diversion. Alain Soral, qui se revendique national-socialiste depuis presque 10 ans, a affirmé dès le début de la pandémie que les Juifs étaient derrière cette crise sanitaire. Au moins, avec lui, on sait où on est. Ces innombrables condamnations pour antisémitisme et négationnisme ont fini de sélectionner les rares individus suffisamment proches idéologiquement pour vouloir encore s'associer à égalité, réconciliation ou à contre-culture. Mais puisque ces personnes semblent apprécier les références historiques, un événement nous paraît pertinent pour éclairer les dangers de leur discours. Au XIVe siècle, une épidémie de peste ravage l'Europe. Une folle rumeur se répand. Cette étrange maladie serait causée par l'empoisonnement des puits d'eau potable par les Juifs pour exterminer les chrétiens. Cette accusation infondée rencontre un franc succès et se répand de ville en ville. Elle offre une explication simple et rassurante à une maladie inconnue et donc effrayante. Elle crée aussi un bouc émissaire qui permet de canaliser la violence d'une population qui se sent impuissante. On en est à peu près là aujourd'hui. On commence à voir fleurir des fake news sur la responsabilité des Juifs dans l'émergence d'un virus et la crise sanitaire et économique qu'il a engendrée. Espérons maintenant que l'histoire ne se répète pas. Parce qu'au XIVe siècle, ces fausses rumeurs ont galvanisé les foules en colère qui ont pourchassé, pillé, tué et brûlé vifs des dizaines de milliers de Juifs à travers toute l'Europe, menant à la disparition totale de certaines communautés. Voilà, regarder notre passé pour éclairer le présent peut donc être très utile, c'est même souvent nécessaire. Mais cela requiert d'une part de connaître notre histoire pour ne pas la déformer,
et d'autre part d'un minimum de décence pour ne pas l'instrumentaliser. Quant à nous, essayons d'être d'autant plus vigilants qu'une information nous touche émotionnellement ou qu'une personne cherche à tout prix à nous émouvoir pour nous convaincre.